Depuis 2 jours, je suis malade, je suis hyper fatiguée. Donc la voix n'est pas là, l'énergie n'est pas là, donc on va quand même le faire. L'armée avait promis l'instauration d'un gouvernement civil et démocratique après le coup d'État qui a renversé Ould Taya il y a 15 ans. Pourtant, les Mauritaniens avaient accepté d'élire un militaire ou un militaire s'est imposé à eux. À la fin de son mandat, Ould Abdelaziz a imposé un autre militaire, trahissant ainsi sa promesse d'un retour du pouvoir aux civils dans le cadre des accords de Dakar. Pour les observateurs, c'est une continuité de la gouvernance militaire qui forme ces généraux à la prise de pouvoir. Un pouvoir consolidé par le Conseil constitutionnel et la prétendue instance électorale indépendante, la CENI. Cette situation laisse penser qu'il est difficile aujourd'hui aux civils de prendre le pouvoir par les élections. Le défi de l'opposition, c'est le retour des civils au pouvoir après une première expérience ratée en 2007 avec l'élection de Sidi Ould Cheikh Abdallah. D'où la nécessité de parler de la problématique de remettre le pouvoir aux civils et le retour des militaires dans leurs casernes. À la proposition d'une concertation nationale, le ministre mauritanien de l'Intérieur avait répondu que la Mauritanie ne vit pas une crise pour initier un dialogue. Les partis politiques ont tenté d'initier un dialogue national autour des questions du passif humanitaire, la cohabitation, le racisme d'État, l'exclusion, la pauvreté, sans jamais mentionner l'illégalité du pouvoir militaire. Le gouvernement a finalement décidé d'organiser une concertation nationale. Le président distribuera des invitations à celui qu'il jugera légitime de participer à cette concertation. Elle est fixée au mois d'avril 2021 si la coordination adopte la feuille de route. Les thèmes qui seront abordés sont le processus démocratique, l'environnement, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Rien sur le passif humanitaire, l'expropriation des terres et le retour des réfugiés. C'est un peu... Vous voulez parler? Ok, mais c'est moi qui décide de quoi on va parler. Dites-moi en commentaire si vous pensez que l'opposition doit imposer les sujets du dialogue ou s'ils doivent juste accepter les propositions du président. Chers amis, c'est dimanche, il est 18h, j'espère que vous allez bien avec le retour du beau temps. Au sommaire de Récaprim, les populations de la vallée se mobilisent pour défendre leurs terres. La première dame Mariam Fadelda, porte-parole de la femme arabe. Les négro-mauritaniens ont célébré la journée internationale de la langue maternelle à la découverte de Mariam Chedad, une femme mauritanienne et arbitre. À l'international, il semble que la Mauritanie pourrait retirer sa reconnaissance au Sahara occidental. Depuis plusieurs années, le foncier est au centre des enjeux de la Mauritanie. Le problème de la spoliation des terres du Fouta mauritanien n'est pas nouveau puisqu'il découle d'un programme pensé et conçu par le système en place. Razouani continue le travail de ses prédécesseurs qui ont tous œuvré à l'enterrement de la spécificité négro-africaine par la spoliation des terres. Rappelons que ces terres ont été confisquées par l'État dans les années 90 suite aux déportations massives des populations de la vallée du fleuve Sénégal. Depuis les années 2010, les autorités avaient décidé d'attribuer des hectares à la société saoudienne Tabouk et Ziaria RAJI dans les communes de Bogué, Dar el Avia, Ould Birom et Dar el Bark. En 2013, des hectares de terre furent attribués à des investisseurs saoudiens dans les régions du Trarza et principalement à Danaï et du Brakna. Les populations de Ferhala dans le département de Magne ont manifesté pour protester contre ces accaparements après celle de la Kivette de Koylol-Bilol. Cette mobilisation des populations de la vallée relance la politique d'accaparement des terres au profit des hommes d'affaires nationaux et étrangers. À la manifestation pacifique, l'autorité départementale a répondu par l'envoi de la force. Policiers et gendarmes ont lancé des grenades lacrymogènes sur une foule compacte mais assez disciplinée qui n'a pas oublié le mot d'ordre « ne pas céder à la provocation » d'où qu'elle vienne. Par ailleurs, une délégation du ministre mauritanien de l'Intérieur et de la décentralisation s'est rendue sur place pour écouter les populations. Les sorties médiatiques de la première dame Mariam Fadelda ne se comptent plus sur la scène nationale et internationale depuis l'élection de son mari Ould Razouani. La dernière prestation est relative à sa participation cette semaine au 8e congrès de la femme arabe dans la capitale libanaise. La délégation mauritanienne comprend la première dame Mariam Fadelda, Naha Haroul Chersidia, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, et Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya, secrétaire général du ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Ils ont quand même trouvé un moyen de mettre un homme pour la journée de la femme arabe. À cette occasion, elle a indiqué que la femme mauritanienne a toujours joué un rôle pionnier en dépit des différentes tentatives visant à porter atteinte à son identité. Elle a aussi insisté sur la nécessité d'une meilleure représentation de la femme dans les différentes institutions qui est toujours en dessous du niveau requis. Elle a plaidé pour l'autonomisation financière de la femme face au chômage récurrent.
Elle dit que les questions de la violence conjugale, des mariages précoces ne doivent pas être des sujets tabous mais combattus. Au terme de son discours, elle a proposé la mise en place d'une équipe chargée de promouvoir une stratégie qui permette de surmonter les défis qui menacent les droits des femmes dans le monde arabe. La ministre, quant à elle, a déclaré que la femme fait face à d'importantes difficultés pour accéder à un enseignement supérieur de qualité qui la disposerait à occuper de hautes responsabilités dans la recherche scientifique et académique. Rappelons que la première dame a principalement parlé de la femme arabe. Les autres, vous aviez qu'à être des arabes. Voilà. Chère première dame, nous sommes mauritaniennes, nous ne sommes pas arabes, mais vous avez le devoir de nous représenter aussi. Vous avez le devoir de nous mentionner. L'Association pour la Renaissance du Pulaar en Mauritanie a célébré le 21 février la Journée internationale de la langue maternelle sous le thème pour promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. Il a été prouvé par bon nombre d'experts, comme vous venez de le dire, que quand un enfant commence par sa langue maternelle, il a un champ d'horizon assez large qui lui permettra d'exploiter très rapidement l'apprentissage. En tout cas, son cursus scolaire sera non seulement raccourci par rapport au temps qu'il devrait mettre en étudiant d'autres langues. Et là, c'est des avantages énormes. L'expérience réalisée en Mauritanie entre 1979 et 1980 à travers l'Institut des langues nationales sont arrivés à la même conclusion. C'est pour cette raison que les Pulaars, les Soninké et les Wolofs se battent pour l'officialisation de ces langues nationales pour atteindre l'objectif de l'éducation pour tous. Le professeur de langue de Dr Dia Alassane, ancien chef de département des langues à l'université de Nouakchott, également président de Touche pas à ma nationalité, a pour sa part dénoncé l'absence de volonté politique pour l'officialisation et l'introduction des autres langues nationales dans le système éducatif en vue de garantir l'égalité des chances et la justice entre tous les enfants mauritaniens. Au cours de cette cérémonie, l'Association pour la Renaissance du Pulaar en Mauritanie a organisé une exposition de Maliens en langue Pulaar dont la littérature se développe, précédée à l'installation du clavier en Pulaar sur les téléphones portables et les ordinateurs de ceux qui le souhaitent. Se basant sur la position des Nations Unies qui ne reconnaît pas la République arabe sahraoui démocratique et les récentes résolutions de son Conseil de sécurité sur le sujet, la Mauritanie s'active sur la remise en cause du décret portant sur la reconnaissance du Polisario. Le Sahara occidental est devenu un enjeu international majeur. Si les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce n'est pas le cas de l'Algérie. Au cœur de cette crise du Sahara occidental, la Mauritanie s'apprêterait à annoncer prochainement l'annulation du décret portant sur la reconnaissance du Front Polisario. Le pouvoir actuel de la Mauritanie veut remettre en cause cette décision prise sous l'ancien président Mohamed Ould Ould Haidala, qui n'a été jusque-là contrarié par aucun gouvernement par crainte de représailles ou de pression. La Mauritanie serait maintenant en mesure de prendre cette décision qui servirait ses intérêts géopolitiques, stratégiques et les intérêts de la stabilité et de la sécurité de toute la région sans craindre les pressions. Une décision, si elle se concrétise, sera certainement acclamée par les autorités royales avec à leur tête le roi du Maroc. Désignée pour officier durant la CAN U21 Total 2021, Mariam Cheddad, âgée de 25 ans, arbitre assistante lors des rencontres Namibie, Centrafrique et Maroc et Ghana, entre autres. Mariam Cheddad invite les femmes à vivre leur passion, à faire du sport et à donner leur contribution pour le développement de leur pays. D'un père féru de sport qui les a très tôt initiés à la pratique sportive, elle mène de front ses études et l'arbitrage. Elle rêve d'aller le plus loin possible, faire toutes les grandes compétitions et de se donner les moyens pour y arriver parce que dans un sens, elle est devenue un modèle pour ses sœurs. Le chef du parti Ennahda et président du parti tunisien ne se prive pas d'étaler publiquement sa proximité avec l'Algérie. Il en a apporté une nouvelle preuve à l'occasion d'une interview accordée à la radio Diwan FM en plaidoyant pour un Maghreb à trois composé uniquement de l'Algérie, la Tunisie et de la Libye. Ranouchi a confié qu'il souhaite que ce noyau réalise de grands projets comme l'ouverture des frontières entre les trois pays et l'unification de la monnaie car l'avenir de ces pays du Maghreb est commun.
Le président bissau-guinéen Oumar Sissoko Embalo a fait une escale technique lundi après-midi à l'aéroport international Oumoutounsi de Nouakchott. Malgré son bref passage en Mauritanie, le leader bissau-guinéen a eu droit à un accueil digne d'une visite d'État de la part du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui s'est déplacé avec le premier ministre Mohamed Ould Bilal, ce qui témoigne des excellentes relations entre Nouakchott et Bissau. À l'international, 6 mois après le coup d'État d'août 2020, le mouvement du 5 juin a décidé de remobiliser ses partisans. Alors que le mouvement s'était montré prêt à accompagner les militaires dans la période de transition, il y a quelques mois, il est désormais contre les putschistes. C'est donc une nouvelle version du M5 RFP qui cherche à convaincre les indécis. Elle a déjà rallié à ses rangs plusieurs associations et mouvements, parmi eux des adeptes de l'ex-président Ibeka ou des déçus du très influent imam Mahmoud Dicko. La demande d'adhésion du Maroc à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et les statuts d'associés et d'observateurs de la Mauritanie et de la Tunisie ont été discutés par les ministres des pays de la région. Le Maroc a demandé en 2017 l'adhésion en tant que membre à part entière de la CEDEAO, tandis que la Mauritanie souhaite bénéficier du statut de membre associé alors que la Tunisie postule pour le statut d'observateur. Seulement, depuis 3 ans, les dossiers sont en suspens au niveau de la CEDEAO du fait qu'il fallait finaliser des études d'impact de ces adhésions et faire face aux réticences de certains milieux d'affaires de plusieurs pays, dont particulièrement ceux du Nigeria. Une chose est sûre, plusieurs facteurs font aujourd'hui que les réticences aux adhésions des pays tiers à la CEDEAO n'ont plus raison d'être. L'adhésion des pays maghrébins à la CEDEAO ne pourrait qu'accélérer l'intégration africaine qui est l'objectif final de l'Union africaine. Le calme est revenu à Niamey après les manifestations de la veille dénonçant la victoire à la présidentielle du candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bassoum. La commission électorale indépendante CENI avait proclamé le 23 février 2021 les résultats globaux provisoires du second tour de la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a remporté le scrutin avec 57,75% des voix. Son rival, Mahaman Ousmane, accrédité de 44,25% des suffrages, a qualifié ces résultats de hold-up électoral. Pour bon nombre d'observateurs, la vraie réussite du scrutin au Niger, un pays marqué dans le passé par des putschs et qui est confronté aujourd'hui à des attaques djihadistes, résiderait dans l'acceptation des résultats par tous les partis une fois les résultats prononcés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.